Là où j'aimerais bien faire une comparaison, et là on peut comparer, c'est un vieux truc quand même de la gauche, j'allais dire internationale, que ce soit en Israël, en France ou ailleurs, c'est effectivement toujours de crier toujours au loup, au dictateur chaque fois qu'un pouvoir démocratique de droite est élu. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Clément Veyrenal. Clément, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin et on est heureux de vous avoir parce que, on voudrait profiter de votre présence actuellement en Israël pour essayer de dresser une sorte de comparaison, s'il est possible, de comparer les situations entre ce qui se passe en Israël aujourd'hui autour de la réforme judiciaire, ces manifestations, cette instabilité à la fois politique et sociale, et puis ce qui se passe à Paris, en France, autour des retraites avec ces manifestations très violentes auxquelles on assiste. Est-ce que d'abord d'emblée, Clément, vous qui êtes journaliste et observateur des deux sociétés, on va dire, on peut faire une comparaison ? Alors, d'une manière générale, comparaison n'est pas raison. Et d'ailleurs, je vous signalerai que la grande différence, c'est que les manifestations, la grogne sociale en France s'accompagne de violences très dures, systématiques lors des manifestations de la part de ce qu'on peut qualifier de milices d'extrême gauche, alors qu'en Israël, et c'est tout le mérite de la société israélienne, ce mouvement de protestation est parfaitement pacifique. Je me suis moi-même, à titre d'observateur, rendu samedi dernier à la grande manifestation de Tel Aviv. Je voulais, en tant que journaliste, prendre le pouls un peu de la situation, voir comment ça se passait. Et j'ai été frappé par la sérénité, par l'atmosphère bon enfant, mais une sérénité des deux côtés. D'une part, les manifestants ne se livrent pas à la moindre violence, à la moindre déprédation, mais en face, vous n'avez aucun contre-manifestant, vous n'avez aucune violence, et les forces de l'ordre d'un pouvoir dont on nous dit qu'il est inquiétant, les forces de l'ordre, d'ailleurs, étaient en très petit nombre, et étaient parfaitement, j'allais dire, débonnaires. Ça se passe très bien, on sent qu'on est dans une démocratie, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils usent de leur pouvoir et de leur droit que leur donne la démocratie pour descendre pacifiquement dans la rue et dire on n'est pas d'accord. Alors sans trancher sur le fond, je voudrais pas passer pour un Candide, celui qui connaissait le personnage de Voltaire, qui oui, bien entendu, le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais précisément, je tiens à insister parce que je n'ai pas le sentiment, je me trompe peut-être, l'ère des prophéties est terminée depuis le Second Temple, mais je n'ai pas du tout le sentiment qu'on soit à l'aube d'une guerre civile, comme on entend dire ici là, d'une guerre civile en Israël. Alors, pareillement, ce type de surenchère fait partie aussi du jeu démocratique. C'est aussi une des vieilles antiennes de la gauche, d'annoncer toujours des catastrophes. Mais personnellement, ce genre de surenchère, je pense qu'on n'est pas obligé d'y croire et on n'est pas obligé de participer à la manipulation. Est-ce que ce genre de situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en Israël, à savoir une réforme qui a été présentée mais qui n'a pas du tout été encore, ou en tout cas votée qu'en partie au moins, dans le meilleur des cas, est-ce que on a déjà vu un cas où une telle démarche a déjà un impact on va dire quantitatif sur l'économie israélienne, sur le statut de l'État d'Israël, sur les relations diplomatiques. Quel regard vous portez-vous sur ces développements dans la réalité israélienne, alors que, je le répète, eh bien la réforme n'a pas encore été votée? Alors, écoutez, bien sûr, il faut rester très prudent, car comme je vous dis, on ne sait jamais comment les choses vont se dérouler, mais quand on s'intéresse un peu à l'histoire d'Israël, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu une vie politique assez vive, un débat qui peut être assez tendu, des coalitions que l'on met sur pied et puis qui se désagrègent ou qui se dissolvent. Cette instabilité politique d'Israël ne date pas d'hier. Pour ce qui est des conséquences économiques, alors là je serai encore plus prudent, mais je ne suis pas économiste, je n'ai pas de formation économique. Mais j'ai du mal à croire qu'une simple contestation politique puisse entraîner à ce point-là une crise économique. Je crois savoir que l'économie israélienne, à plusieurs égards, est depuis plusieurs années dans une forme de surchauffe. Et comme on dit,
comme disent les spécialistes boursiers, les arbres, ne montent jamais au ciel. Donc, ce sont des phénomènes cycliques. Ça redescend un peu. Et ces phénomènes économiques, j'ai du mal à croire que une simple contestation politique sur un projet de loi soit même d'entraîner de telles conséquences économiques. Est-ce que, d'une part et d'autre, c'est-à-dire en France et en Israël, vous avez le sentiment qu'on peut assister à travers ces manifestations, donc plus sereines en Israël et plus violentes en France, à une sorte de coup d'État, de renversement... De malentendu de coup d'État ou de renversement d'un gouvernement ? Non, mais écoutez, alors, comme je vous dis, on connaît la vie politique israélienne, on a vu ces derniers mois à quel point elle était instable. Donc, d'une certaine manière, c'est rassurant. La coalition actuelle, elle vivra ce que vivent les roses. Elle finira par se faner, pardonnez-moi l'image, ou par se dissoudre. Et il y en aura d'autres. Je ne pense pas que ce soit le grand saut dans l'inconnu, ou que ce soit une évolution vers un Israël autoritaire. Alors, là, on peut faire... Alors, il est normal, on connaît la gauche en Israël. Là, on peut faire une comparaison. La gauche en Israël comme en France. Il est normal dans un pays démocratique que un courant politique qui n'a pas le camp politique qui n'a pas gagné les élections essaye de jouer, si l'on peut dire, une troisième mi-temps ou une deuxième mi-temps dans la rue en disant, parce que la politique c'est comme ça n'est jamais la fin du film, c'est toujours instable, en disant, eh bien, on n'a pas le pouvoir à l'Assemblée, on va peser dans la rue. Et comme je vous disais, ça fait partie du jeu démocratique. Mais attention, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si, imaginez que la gauche israélienne ait gagné les élections et que les troupes de M. Ben Gvir et de M. Smotrich descendent dans la rue, je pense qu'on aurait un certain nombre de commentaires, en tout cas par exemple dans la presse française, où on expliquerait qu'une extrême droite très inquiétante s'apprête à voler le résultat démocratique des urnes. Voilà, donc comme je disais, tant que ça reste des manifestations pacifiques, pourquoi pas, mais ça fait partie du jeu. Pour revenir sur le fond de la querelle, je suis bien incapable de vous dire s'il s'agit d'une bonne réforme ou d'une mauvaise réforme. Mais enfin, la traditionnelle question de savoir comment est-ce qu'on équilibre, où on place le curseur entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et l'exécutif, c'est un classique des dissertations de Sciences Po. Il n'y a pas de quoi non plus pousser des cris d'orfraie et de dire qu'on est en train de mettre à bas les institutions. Là où j'aimerais bien faire une comparaison, et là on peut comparer, c'est un vieux truc quand même de la gauche, j'allais dire internationale, que ce soit en Israël, en France ou ailleurs, c'est effectivement toujours de crier toujours au loup, au dictateur, chaque fois qu'un pouvoir démocratique de droite est élu. Cette histoire avec Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, si on s'intéresse un peu au niveau d'ailleurs médiatique, si on refeuillette les journaux qui ont été publiés dans le passé, on s'aperçoit que c'est une vieille fable. Moi, en tout cas, je me souviens, dès l'élection de Menachem Begin, vous voyez, ça nous renvoie assez loin, en 1977, où nous expliquait dans des journaux comme Le Monde en France, des journaux qui par ailleurs ont toujours organisé la détestation d'Israël, mais alors là il disait, oh là là, l'Israël que nous aimons tant est en train de disparaître, il y a quelque chose de très inquiétant qui se lève en Israël. Et puis après Begin s'est avéré être au contraire un très grand dirigeant, et c'est celui notamment qui a fait la paix avec l'Égypte. Alors après, on a eu Shamir. Alors on a dit, oh là là, Shamir, ça c'est très très inquiétant. Shamir, c'est l'homme des basses œuvres du pouvoir, c'est un ancien du Mossad, c'est quelqu'un de très inquiétant pour les démocraties. Et Shamir a été un Premier ministre tout à fait à la hauteur. Mais c'est pas fini. Après, rappelez-vous, il y a eu la première période Netanyahou, où on vous a dit, oh là là, Netanyahou, c'est un opportuniste, on ne sait pas d'où il vient, il est très dangereux. Et puis, excusez-moi, je feuillette très vite les pages de ce vieil album de photos parce que ça remet les choses en place. Rappelez-vous ce que l'on a dit sur Ariel Sharon, ce que la presse française disait sur Ariel Sharon, qui était considéré comme une sorte de boucher sanguinaire, d'officier, de général
va-t-en guerre, mais c'est pas fini. Il y a quelques années, Avigdor Lieberman était présenté comme une sorte de putschiste, d'homme qui allait mettre en coupe réglée la démocratie israélienne. Puis à l'arrivée, on s'est aperçu qu'Avigdor Lieberman était une sorte de Radsock façon israélienne, plutôt clientéliste et obsédé par quelques petites marottes laïques. Mais c'est pas fini. Naftali Bennett, on a dit, rappelez-vous, il y a quelques mois, on disait mais Naftali Bennett, c'est très inquiétant parce qu'il est à la droite de Netanyahou. Vous voyez, c'est une vieille... Alors aujourd'hui, maintenant, c'est avec Smotrich et avec Ben Gvir. Je ne sais pas s'ils seront à la hauteur, et je dis qu'il faut aussi remettre les choses en place. Et ça, cette vieille fable de crier toujours au coup d'État d'extrême droite et à la fin de la démocratie, on l'a vécu en France. C'était, rappelez-vous, le coup d'État permanent, le pamphlet écrit par François Mitterrand. On disait du général de Gaulle que, parce que c'était un militaire, un ancien militaire, effectivement, qu'il allait instaurer un régime autoritaire en France. Mais c'est pas fini. Jacques Chirac, pour ceux qui s'en souviennent, avait été traité par l'un des grands éditorialistes du monde, Pierre Viançon-Ponté, pour le citer. Pierre Viançon-Ponté s'était fait connaître en prophétisant que Jacques Chirac, alors que c'était un jeune homme politique, était une graine de dictateur. On a vu ce qu'est devenu Jacques Chirac. Et ça, concernant Nicolas Sarkozy, sur lequel j'ai travaillé, j'avais écrit un livre là-dessus, c'était intéressant. Le syndicat de la magistrature l'avait quasiment traité de nazi. Vous voyez, on est, comme je le disais au début, dans la surenchère. Je vous dirais simplement, il faut parfois savoir raison garder. Alors, vous, en tant que, je le disais, juif de France, qui vit aussi aujourd'hui en partie en Israël, qui a de la famille en Israël au moins, on peut le dire, c'est-à-dire, vous avez une solution miracle. Est-ce que vous pensez que, par exemple, le fait que l'État d'Israël, aujourd'hui, 75 ans après sa création, n'ait pas de constitution, c'est un défaut à corriger. Le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, de seconde chambre comme le Sénat en France, c'est un défaut aussi peut-être à corriger ? Alors, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, ce sont des vieilles tartes à la crème, oui, pour étudiants de Sciences Po ou pour éditorialistes en manque d'inspiration. Cette histoire de constitution, d'abord, je suis pas sûr que les Français le citoyen français se lève tous les matins en se demandant où en est la Constitution française. Ce sont aussi des choses très formelles. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne, j'ai appris, n'a pas de constitution. Bon, on peut vivre sans constitution. Il y a d'autres. Les Français sont un peu égocentriques, un peu nombrilistes. Ils ont l'impression que leur système est non seulement idéal, que leurs institutions sont idéales, mais surtout qu'elles seraient les seules possibles. Alors en plus, il y a une querelle, mais parfaitement sémantique. Israël n'a pas de constitution, mais il a des lettres constitutionnelles, il a des lettres fondamentales. Oui. Et il suffit de regarder. Je vous disais, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis rendu samedi soir à Tel Aviv pour voir l'ambiance. Puis je vis quand même quelques mois par an ici. La réalité, c'est que Israël est une démocratie. Alors bien sûr, c'est toujours imparfait. Je crois que c'est Winston Churchill qui disait que la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Mais enfin, qu'on arrête de dire qu'il y a un danger d'une dérive antidémocratique en Israël. Je tiens quand même à le préciser, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, que, en tout cas, je ne conteste pas du tout le droit de la presse israélienne, de l'opposition israélienne de critiquer. Mais en France, il est intéressant de savoir qui est à la manœuvre, qui mène campagne contre Israël. Ce sont des médias et des relais d'opinion dont on sait qu'ils détestent Israël, qu'ils organisent la détestation de l'État juif depuis des lustres, et ce sont eux qui, encore une fois, je vous dis, c'est une vieille fable, nous ressortent le même chapitre et nous disent, et disent avec des larmes de crocodile, mais oh là là, cet Israël que nous aimons tant est menacé de disparaître. Il faut protester contre cette dérive antidémocratique. Mais on sait très bien de quelles intentions ces gens-là sont animés. Donc on n'est pas obligé non plus de marcher dans la manipulation. Alors qu'il y ait des réformes éventuelles à faire en Israël, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas le mieux placé pour donner des conseils. Bon, il se trouve qu'en tant que citoyen israélien, j'ai avec beaucoup de bonheur voté aux dernières élections, donc j'ai pu voir que c'était une démocratie qui fonctionnait, mais beaucoup de spécialistes soulignent effectivement que s'il y avait une réforme à faire, ce serait peut-être une réforme électorale, du système électoral, ce système proportionnel pur qui ne fonctionne que par liste,
ne favorise pas effectivement des hommes politiques accrochés au terrain, connaissant leurs électeurs, mouillant leur chemise dans leur circonscription pour régler les problèmes des gens de manière quotidienne et hebdomadaire, et ça favorise plutôt, puisque comme un homme politique en Israël, pour être député à la Knesset, vous devez être bien placé sur la liste d'un parti. C'est-à-dire que ça favorise beaucoup plus la compromission, la magouille, le jeu des appareils. Et j'ai entendu dire un certain nombre de spécialistes qui disaient que ça explique en partie la piètre qualité que l'on prête aux députés israéliens. Ça reste à vérifier, parce que le personnel politique n'est pas toujours à la hauteur aussi dans les pays démocratiques fort respectables en Europe. Mais pour le reste, effectivement, cette histoire d'absence de constitution, qu'on arrête. Eh bien, c'était très intéressant de dialoguer avec vous, Clément Weill-Raynal, d'avoir cette appréciation, en fait, de nous avoir remis d'une certaine manière les pendules à l'heure autour de cette réforme judiciaire qui nous accapare depuis maintenant près de 3 mois. Merci beaucoup. Je peux ajouter une seconde parce qu'on est obligé de rendre l'antenne. Une seconde. Vous savez, à propos de cette gauche c'est vrai aussi pour les États-Unis. J'ai remarqué un jour, je l'ai vérifié dans les journaux, que en relisant les archives, vous avez chaque fois, parce que on dira jamais assez, c'est le propre d'une démocratie d'être divisée. Bah oui, il y a 2 camps, les gens sont pas d'accord et donc échangent des idées, échangent des arguments. Il n'y a que dans les dictatures et dans les systèmes totalitaires qu'on vous prétend que le peuple est uni et qu'il est d'accord sur tous les points, rangé sagement derrière son leader, comme la Corée du Nord. Alors c'est intéressant parce que Merci beaucoup, Clément, on est obligé. Chaque fois qu'un président républicain est élu aux États-Unis, on lit effectivement à la presse française que l'Amérique n'a jamais été autant divisée. On est obligé de. Démocrate qui gagne les élections après, on dit l'Amérique est réconciliée avec elle-même. Voilà. On voit bien. On a bien compris. Le discours, c'est un discours. On a bien compris. On a bien compris ce message, Clément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Chag Sameach, bonne fête de Pessah. Chag Sameach. À bientôt.